Et on se dirige maintenant sur le cadre d'exercice de la profession du commissaire aux comptes. Et la première question qui se pose, c'est quelles sont donc les conditions à remplir pour être commissaire aux comptes? Donc la mission de commissariat aux comptes, pour rappel, c'est une mission d'origine légale. Et le ministre de tutelle du commissaire aux comptes, c'est le garde des Sceaux, donc le ministère de la Justice. Pour pouvoir être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, on parle de liste, pas de tableau comme lors des experts comptables. Pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes auprès d'une cour d'appel, il faut remplir aussi 4 conditions cumulatives. La première condition, c'est d'être de nationalité française ou membre d'un pays membre de l'Union européenne. Deuxième condition, c'est n'avoir aucune condamnation. C'est un peu similaire aux garanties de moralité de l'ordre des experts comptables. Troisième condition, avoir réalisé un stage professionnel de 3 ans, incluant des heures d'audit, bien entendu, sinon vous ne pourriez pas être commissaire aux comptes. Et puis, la réussite aux épreuves d'un diplôme qui permet d'exercer la fonction de commissaire aux comptes. Donc pour être expert comptable, il faut avoir le DEC, et pour être commissaire aux comptes, il y a 2 diplômes qui sont possibles. Premier diplôme, le diplôme d'expertise comptable, si on a réalisé au moins 200 heures d'audit sur 2 années consécutives. Et il y a un autre diplôme qui est le certificat d'aptitude aux fonctions de CAC, qui s'appelle le CAF-CAC. Ce diplôme permet uniquement d'être commissaire aux comptes, il ne permet pas d'être expert comptable. Quelles sont les instances qui représentent la profession des commissaires aux comptes en France? Alors en France, vous avez 2 instances qui représentent la profession des commissaires aux comptes. Vous avez une première instance au niveau national, qui s'appelle la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et vous avez des instances au niveau régional, on parle de Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il y a une compagnie nationale des commissaires aux comptes, et il y a autant de compagnies régionales de commissaires aux comptes qu'il y a de cours d'appel. Donc il y en a à peu près 17. Chacune de ces instances va avoir pour objectif de représenter la profession dans le cadre de leur rayonnement qui leur est propre. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes va représenter la profession de commissaire aux comptes, notamment par exemple au niveau des pouvoirs publics. Les compagnies régionales, eux, vont représenter la profession au niveau de leur circonscription. Chacune de ces instances va concourir au bon exercice de la profession. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes pourra par exemple aussi exercer le contrôle des commissaires aux comptes, et les compagnies régionales vont examiner aussi toute réclamation qu'un client pourrait avoir ou les litiges qui pourraient exister entre 2 commissaires aux comptes. La mission du CAC est une mission donc légale. J'imagine qu'elle doit être sous un contrôle accru. Quel est le gendarme du commissaire aux comptes? En effet, cette mission légale est contrôlée. Il y a un gendarme, il s'appelle le H2A. H2A, ça signifie Haute Autorité de l'Audit. C'est une autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante, au même titre que l'autorité des marchés financiers ou l'autorité de la concurrence. Donc ça surveille la profession et ça prononce des sanctions en cas de non-respect de conditions, notamment des conditions déontologiques qui s'imposent aux commissaires aux comptes. Alors cette instance, elle s'appelle le H2A depuis janvier 2024. Avant, elle s'appelait le Haut Conseil du commissariat aux comptes, parce que c'était le gendarme que des commissaires aux comptes. Mais vous savez, après avoir vu la vidéo sur la durabilité, la CSRD, qui est applicable à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2024, que le monopole de l'audit qu'on avait financier n'est pas le même que pour l'audit durabilité. Sur le marché de l'audit durabilité, vous avez 2 acteurs, les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants, ces fameux OTI. Donc il y a 2 acteurs, mais un même gendarme. C'est le H2A qui va auditer, contrôler, surveiller et veiller au respect des règles déontologiques des commissaires aux comptes et des OTI. Quels sont donc les cas de nomination du commissaire aux comptes? La nomination d'un commissaire aux comptes fait l'objet de nombreuses questions au DSCG. Vous avez notamment l'annale de 2020 qui était sur 5 questions sur la nomination du commissaire aux comptes. Vous avez dans ce schéma une représentation un peu synthétique de l'ensemble des cas de nomination d'un commissaire aux comptes. Et il faut bien avoir en tête l'ensemble de ces nominations pour pouvoir être exhaustif et apporter la meilleure réponse possible le jour de l'examen. Premier cas de nomination d'un commissaire aux comptes, c'est quand on est dans le cas d'une nomination dite légale. Une nomination légale, c'est quand on dépasse des seuils de nomination et on a l'obligation d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Qui effectue une nomination légale? On va nommer légalement un commissaire aux comptes par l'Assemblée générale. C'est l'ensemble des actionnaires qui nomment le commissaire aux comptes pour un mandat d'une durée de 6 exercices. Attention, 6 exercices et pas 6 ans. Premier cas de nomination légale, on va être dans le cas d'une nomination légale quand 2 des 3 seuils suivants vont être dépassés par une société. Un total de bilan de 5 millions d'euros, un total de CA de 10 millions d'euros et un total d'effectifs de 50 personnes.
ETP pour équivalent temps plein. Alors ça, ce sont les 3 seuils qui doivent s'appliquer à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2024. C'est un règlement de février 2024 qui a rehaussé ces seuils. Si vous êtes sur une clôture au 31/12/2023, c'est les anciens seuils qui doivent s'appliquer, et donc c'est 4 millions de total bilan, 8 millions de total CA et 50 salariés. Quand vous êtes face à un groupe de sociétés, la stratégie pourrait être, afin d'échapper à la nomination d'un commissaire aux comptes, de se dire, si elle s'approche des seuils, on va créer une autre filiale pour pouvoir éviter à chaque fois d'échapper à la nomination d'un commissaire aux comptes. Eh bien, dans le cadre d'une filiale contrôlée, donc quand on a une filiale qui manque d'un périmètre par exemple de conso, quand on est en contrôle, eh bien les seuils sont divisés par 2. Et ça, c'est un piège qui pourrait tomber à l'examen, c'est d'avoir une filiale contrôlée, et donc l'appréciation des seuils, elle doit se faire en prenant les seuils divisés par 2. Donc, par exemple, une filiale contrôlée, ça sera 2,5 millions de total bilan, 5 millions de chiffre d'affaires et 25 ETP. Ça, c'était pour les sociétés. À noter que pour les associations qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions publiques ou de dons ouvrant droit à déduction, eh bien, si vous dépassez ce seuil de subventions publiques ou de dons ouvrant droit à déduction fiscale, vous devez nommer aussi un commissaire aux comptes. Et là, on voit que le seuil pour les associations est beaucoup plus bas, 153 000 € de recettes, si vous voulez, c'est beaucoup plus bas que 10 millions de chiffre d'affaires. Donc le législateur souhaite avoir une transparence plus accrue pour les associations que pour les sociétés. Donc là, c'est le premier cas, on parle des nominations légales. Je vous invite à reprendre le cours pour avoir toutes les spécificités de seuils, parce qu'il y a des seuils qui sont spéciaux pour chaque type de société. La nomination facultative, elle va avoir lieu quand vous êtes en dessous des seuils. C'est l'Assemblée générale qui va nommer facultativement un commissaire aux comptes, et le mandat va durer 3 exercices. Le premier cas de nomination facultative, c'est quand vous allez avoir un ou plusieurs associés ou actionnaires qui représentent au moins le tiers des droits de vote et qui demandent la nomination d'un commissaire aux comptes. Cette demande, si elle est motivée et qu'elle est présentée par des actionnaires qui représentent plus de 33,33% des droits de vote, devra être étudiée et analysée, et il y aura une nomination facultative du commissaire aux comptes. Vous avez aussi la nomination facultative qui s'appelle la mission ALP, c'est audit légal des petites entités, qui dure aussi 3 ans. Et enfin, vous avez la nomination judiciaire, donc là c'est pas l'Assemblée générale qui nomme, mais c'est le président du tribunal de commerce, et elle va avoir lieu quand un ou plusieurs actionnaires, qui représentent au moins le 10e du capital, donc 10%, demandent de manière motivée et explicite à un président du tribunal de commerce de nommer un commissaire aux comptes. Ici, pas de durée parce que c'est pas une nomination classique et régulière. Normalement, c'est l'Assemblée générale qui nomme un commissaire aux comptes. Donc, il y aura une nomination judiciaire jusqu'à ce qu'il y ait une nomination régulière. Lorsque vous nommez un commissaire aux comptes, il faut aussi nommer un commissaire aux comptes suppléant. L'objectif du commissaire aux comptes suppléant, c'est de prévenir un empêchement du commissaire aux comptes titulaire, sa démission ou son décès, c'est tout à fait possible. Alors, le commissaire aux comptes suppléant, jusqu'ici, est toujours obligatoire. Depuis la loi Pacte, le commissaire aux comptes suppléant doit être nommé obligatoirement si vous exercez la profession de commissaire aux comptes à titre individuel. Ça veut dire que si vous êtes dans une société de commissariat aux comptes et qu'il y a plusieurs commissaires aux comptes, vous n'avez pas besoin de nommer un commissaire aux comptes suppléant. Par exemple, chez KPMG, il y a une multitude de commissaires aux comptes. Si un commissaire aux comptes décède ou démissionne ou a un empêchement, eh bien, un autre commissaire aux comptes du cabinet pourra reprendre le flambeau. À l'exception, si vous êtes un commissaire aux comptes individuel et que vous exercez tout seul dans une société ou de manière individuelle, eh bien, personne ne pourra reprendre le flambeau. Donc, c'est dans ce cas-là que vous avez la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant obligatoire. C'est notamment une question qui est tombée dans l'annale de 2023. Pour les EIP, donc les entités d'intérêt public, le comité d'audit, lui, avant la nomination, doit recommander le commissaire aux comptes. Et enfin, une autre règle particulière, c'est les sociétés qui sont astreintes à publier des comptes consolidés doivent désigner au moins 2 commissaires aux comptes. On parle, dans ces cas-là, de l'exercice de co-commissariat aux comptes. C'est une obligation. Donc, à partir du moment où vous publiez des comptes conso, 2 cas obligatoires. Et quelles sont les durées d'un mandat de commissaire aux comptes ? La durée d'un mandat de commissaire aux comptes, elle est toujours de 6 exercices. Attention, on parle d'exercice comptable et on ne parle pas d'années. Prenons le cas de la majorité des sujets qui tombent à l'examen du DSCG, c'est-à-dire le cas des entités non EIP.
donc qui ne sont pas des entités d'intérêt public, c'est-à-dire ce n'est pas une banque, une assurance, une mutuelle, une société cotée ou une société qui présente un niveau de bilan très important. Ces entités non EIP, elles ont des mandats de commissariat aux comptes pour une durée de 6 exercices. Et vous pouvez renouveler votre commissaire aux comptes ad vitam aeternam. Donc votre commissaire aux comptes, s'il est nommé, vous pouvez cumuler autant de fois que vous voulez des mandats de commissariat aux comptes de 6 exercices. Concernant les EIP, les entités d'intérêt public, la durée du mandat est toujours de 6 exercices. C'est les durées de mandat françaises. Mais des règles européennes s'imposent en plus pour les EIP. Déjà, entre 2 mandats de 6 exercices, vous avez l'obligation d'avoir une rotation des signataires entre 2 mandats. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous nommez par exemple KPMG commissaire aux comptes de votre société, EIP, sur le premier mandat de 6 exercices, c'est Monsieur X qui va signer, et sur le deuxième mandat de 6 exercices, ça sera Monsieur Y ou Madame Y. En plus de cette règle de rotation des signataires entre 2 mandats, vous avez une règle de durée de cumul des mandats possibles. Alors, le point sur lequel vous pouvez vous concentrer, c'est le co-commissariat aux comptes, qui est le cas principal de l'exercice en EIP. En co-commissariat aux comptes, vous pouvez cumuler jusqu'à 24 ans de mandat. Ici, on parle d'années parce que ce sont des règles européennes. Donc ça signifie que vous pouvez, si chaque exercice est égal bien à 12 mois, faire 4 mandats de commissariat aux comptes. Vous pouvez demander une extension exceptionnelle auprès du H2A de 2 ans maximum dans le cadre d'une EIP. Donc passer de 24 ans à 26 ans. Il faut que cette demande soit justifiée, motivée et acceptée par le H2A. Et le délai de validité, c'est-à-dire le délai qui doit séparer 2 mandats après le cumul, c'est de 4 ans. C'est-à-dire que KPMG va pouvoir auditer une EIP pendant 24 ans. Après, pendant 4 ans, ne plus avoir cette EIP dans ses clients. Et après ces 4 ans, pouvoir encore refaire 24 années derrière. Le délai de validité, c'est un délai qui sépare 2 exercices de mandat. Quelles sont les conditions d'acceptation d'un mandat de commissariat aux comptes? Alors, question très intéressante, quelles sont les conditions d'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes? C'est une question qui tombe très régulièrement au DSCG, notamment en 2023. Avant d'accepter une mission, un mandat de 6 exercices, le commissaire aux comptes doit veiller à ce que l'accomplissement de cette mission est compatible avec les exigences légales et réglementaires. Il a 6 critères, 6 choses à vérifier. Premier point, il doit vérifier qu'il est bien indépendant avec son client. Donc ça, je vous invite à reprendre la vidéo sur l'indépendance du chapitre 2. Si vous avez un problème qui pèse sur votre indépendance, vous devez vérifier que les mesures de sauvegarde que vous avez mises en œuvre permettent d'atténuer ce risque sur l'indépendance. Donc si dans votre équipe, par exemple, vous avez une personne qui est affiliée, liée, qui est par exemple mariée, pacsée avec votre client, eh bien, vous devez prendre des mesures de sauvegarde. Donc par exemple, ne pas prendre cette personne-là sur votre équipe d'audit. Troisième point à vérifier avant d'accepter un mandat, c'est de vérifier qu'on dispose des ressources humaines et matérielles pour l'exercice de la mission. Des ressources humaines, ça signifie que vous avez des équipes disponibles pour pouvoir les staffer sur la mission. Vous devez aussi vérifier que vous avez les compétences sur le dossier. Vous ne pouvez pas accepter une mission dans l'audit d'une banque si vous ne connaissez rien au secteur bancaire. Toujours pour respecter la lutte anti-blanchiment, vous devez pouvoir identifier votre client. Donc concrètement, on demande la déclaration de bénéficiaire effectif à son client et on demande la pièce d'identité du dit client. Toujours avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes doit recueillir des informations importantes sur la structure de l'entité qu'il va auditer. Notamment identifier ses principaux chiffres clés, savoir quel est son mode de direction, quelle est la gouvernance de l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise. Voilà, faire une petite prise de connaissance de l'entité avant d'accepter le mandat. Et enfin, la dernière condition qui tombe régulièrement à l'examen, c'est de vérifier auprès du confrère prédécesseur, quand vous reprenez le mandat après quelqu'un d'autre, que le non-renouvellement du prédécesseur n'est pas lié par une volonté de l'entité auditée d'échapper à une obligation légale. Donc là, par exemple, quel cas pourrait être présenté? Eh bien, ça serait le cas d'un commissaire aux comptes qui souhaiterait lancer, par exemple, sa procédure d'alerte ou qui aurait des doutes sur un fait délictueux. Eh bien, l'entité auditée souhaiterait, par exemple, ne pas renouveler ce commissaire aux comptes parce qu'il allait réaliser cette révélation de fait délictueux, cette déclaration de soupçon. Donc, l'entité ne va pas le renouveler à cause de ça. Le commissaire aux comptes successif va demander par courrier au prédécesseur si son non-renouvellement n'est pas lié à l'un de ces événements. Si c'est lié à l'un de ces événements, le prédécesseur va indiquer au commissaire aux comptes successif
qu'il y a volonté de l'entité de contourner une obligation légale, donc le commissaire aux comptes successif doit refuser le mandat. Et pour clôturer cette vidéo, on va s'interroger sur la fin de la mission du commissaire aux comptes. Alors, concernant la fin de la mission du commissaire aux comptes, eh bien, normalement, le commissaire aux comptes va jusqu'au bout de son mandat de 6 exercices, et une fois que son mandat est terminé, sa mission prend fin. Et qu'il n'est pas renouvelé, bien sûr. Il a toujours la possibilité d'être renouvelé. Cependant, il a aussi le droit de démissionner, mais il ne peut pas démissionner par convenance personnelle. Si la tête de la DAF ne lui revient pas, il n'a pas le droit de démissionner parce qu'il ne s'entend pas avec la directrice administrative et financière ou le directeur administratif et financier. Il lui faut ce qu'on appelle un motif légitime. Ce sera le mot-clé qui sera attendu dans votre copie. 4 motifs légitimes de démission du commissaire aux comptes. Premier motif de démission, la cessation définitive d'activité. C'est par exemple le cas quand un commissaire aux comptes veut partir à la retraite. Il ne va pas attendre de terminer tous ses mandats, il peut partir à la retraite et du coup démissionner de son mandat. Deuxième motif légitime de démission, un motif personnel impérieux. Ça va notamment être le cas lorsqu'il va y avoir une problématique d'état de santé. Troisième motif de démission, des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier. Ce cas-là, par exemple, c'est quand le client n'a pas payé les honoraires du premier ou du deuxième exercice et que malgré de nombreuses relances, malgré une volonté du commissaire aux comptes de trouver une solution et après avoir sollicité par exemple la compagnie régionale des commissaires aux comptes, eh bien il n'y a toujours pas de solution pour être réglé. Eh bien dans ces cas-là, le commissaire aux comptes pourra démissionner parce il aura rencontré des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire qu'il n'aura pas été payé et il n'y aura plus de solution possible, il n'est plus possible d'y remédier. On ne peut pas juste démissionner parce que le client a un mois de retard sur ses honoraires. Il faut vraiment être allé jusqu'au bout de la démarche. Et enfin, quatrième motif légitime de démission, la survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession. Il s'agit ici notamment d'un problème qui porte atteinte au principe déontologique du commissaire aux comptes. Le cas typique, c'est une problématique inhérente à l'indépendance. Si demain vous tombez amoureux du DAF ou de la DAF, eh bien vous n'êtes plus indépendant du DAF ou de la DAF, donc vous devez légitimement démissionner. Ainsi se clôture cette vidéo sur le cadre d'exercice de la profession du commissaire aux comptes. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la déontologie du professionnel de l'expert comptable et du professionnel commissaire aux comptes. Bon courage et à très vite.